Alors, je ne sais pas qui se cache derrière Jacques. Bonjour, Monsieur Jacques. Et voilà. On va Oui, commencer. On va commencer par la prière. Et elle sera conduite par le professeur Ngala Mouloumé. Voilà, prions. Nous voulons te dire merci Seigneur pour cette grâce que tu nous as faite ce matin de nous réveiller avec force et santé. Nous te disons également merci pour avoir permis cette circonstance où tu nous permets de nous réunir pour échanger, pour discuter, pour réfléchir sur la situation de nos pays et sur les pistes de solutions et d'actions possibles. Nous te disons merci pour ça. Nous voulons recommander tous les moments que nous allons passer en ces lieux à ta grâce. Accepte que ton esprit nous conduise et soit au milieu de nous, que tout se déroule sous son contrôle. Manifeste-toi et assiste-nous, donne-nous la force intellectuelle, la force physique de pouvoir participer convenablement à cette discussion, à ces échanges, de manière tout à fait honorable, et que les recommandations qui en sortiront, les conclusions qui en sortiront puissent être bénéfiques pour nos sociétés, pour nos communautés. Nous te rendons gloire et hommage et te disons ainsi merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Donc, bonjour à tous et merci beaucoup de votre participation et merci à ceux qui vont venir un peu plus tard. Nous remercions le professeur Soumata qui a accepté de modérer la séance d'aujourd'hui. Nous remercions aussi auprès du professeur Romeo Cimileno qui se trouve actuellement en Italie, qui est notre orateur du jour. Et voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est COVID-19, problème de légalité et d'éthique dans le secteur de la santé, banque, assurance. Quelles solutions pour l'avenir? Alors, la modération, comme je le disais, elle sera faite par le professeur Claude Soumata, que je vais présenter. En résumé, le professeur Claude enseigne à l'Université catholique du Congo. Il a occupé le poste de doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion à l'UPenn. Il a exercé les fonctions de consultant international auprès de différentes organisations internationales et il a un doctorat en économie de l'Université de Paris 10. Il a plusieurs ouvrages et articles à son actif. Voilà en résumé pour notre modérateur de ce jour et c'est lui qui va gérer toute la séance jusqu'à 12h30. Comme d'habitude, à midi, quand on aura fini, donc il y aura la prière qui sera dite par le professeur Grégoire Ngala Mouloumé. Voilà, je vous laisse poursuivre, cher professeur et cher aîné. OK. Merci beaucoup, Madame secrétaire générale de notre faculté et présidente. Pas général, de grâce. Ah non, qu'est-ce que j'ai dit? Général. Secrétaire académique. Non, je fais toujours la même erreur. Non, toujours. Non, secrétaire académique, voilà. Je fais toujours la même erreur, excusez-moi. Donc, secrétaire académique de notre faculté, de la faculté d'économie et développement. Mais merci de l'honneur que vous me faites justement de modérer cette conférence, si on peut dire. Hein. N'est-ce pas? C'est avec plaisir qu'on va essayer de le faire et j'espère que je serai à la hauteur de la tâche. Alors, évidemment, c'est dans le cadre de l'Observatoire que vous dirigez aussi, hein, n'est-ce pas? Et c'est une initiative louable qui a commencé avec plusieurs conférences et aujourd'hui, effectivement, on va essayer d'abord de présenter l'hôte ou l'orateur du jour, le professeur Romeo Cimileno, donc pendant quelques minutes. Ensuite, il y aura évidemment la présentation du professeur Romeo Cimileno qui va durer 20 à 30 minutes. Et enfin, la parole sera donnée aux personnes qui vont manifester effectivement cette volonté de poser quelques questions et éventuellement de faire des commentaires sur la présentation du
professeur Roméo Chiminello. Alors, donc, on va présenter le prof Roméo Chiminello. Le prof Chiminello, en fait, a une double casquette, si on peut dire. C'est à la fois un praticien du domaine bancaire avec une expérience louable de plusieurs décennies dans les domaines bancaires où il a occupé plusieurs fonctions. Et il s'est également spécialisé dans l'éthique sociale, si on peut dire, n'est-ce pas? Et effectivement, appliqué aussi à la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, ça, effectivement, c'est une expérience louable, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est aussi un académicien, si on peut dire, dans la mesure où il a été, on va dire, professeur, n'est-ce pas, depuis plusieurs années, depuis plus de 20 ans à l'université pontificale grégorienne de Rome et dans d'autres universités en Italie, notamment celle de Trieste et Salerno, donc à partir de 91, et aussi une expérience de terrain en Afrique, en RDC en l'occurrence, à l'université catholique, hein, où il a été professeur, visiteur depuis plusieurs années, n'est-ce pas? Alors, évidemment, il a aussi effectivement une expérience de consultant international, n'est-ce pas? Et en fait, toute cette expérience s'est soldée aussi par plusieurs publications et plusieurs participations à des colloques à l'échelle internationale. Donc, c'est vraiment un honneur que nous le recevons, enfin, on le reçoit aujourd'hui et il va nous présenter effectivement, on va dire, sa conférence en 20 minutes. Alors, sans plus tarder, on va lui accorder la parole. Professeur Roméo Chiminello, vous avez la parole. Merci. Merci pour la parole. Et avant tout, je voudrais remercier l'UCC pour cette initiative. C'est très, très intéressant. Et la faculté et tous ceux qui ont organisé et donné cette opportunité de réfléchir ensemble pour partager des idées qui puissent nous aider à avoir du futur, à avoir un avenir pour la nouvelle génération, surtout de l'Afrique. Et je pense que notre devoir, c'est de réfléchir ensemble sur des sujets. Les sujets que je vais présenter aujourd'hui, c'est un sujet très, très large, très grand. Et donc, on va faire des... excusez-moi, je dois fermer le téléphone. Et c'est un sujet très, très important et je viens de partager avec vous la situation qu'on a eue en Italie en la rendant, disons, un point de référence pour l'RDC et pour les pays d'Afrique qui pourront bénéficier de ce qu'a été notre expérience. C'est-à-dire que si nous voulons changer certaines choses dans le futur, si nous voulons vraiment donner des solutions, nous devons le faire ensemble. Tout seul, on ne va nulle part. Il faut que nous pensons de nous réunir autour des idées et de proposer des changements. Donc, je vais faire, je vous donnerai mon exposé, les diapos sans problème. Ce que je chercherai à faire ensemble, c'est de nous focaliser sur certaines choses. Avant tout, sur les données, et sur ce qu'est la méthodologie que j'ai appliquée. Et puis, les données et disons, les considérations qu'on a fait et qu'on doit faire sur les problèmes de l'égalité éthique que nous rencontrons et nous avons rencontré ici pendant la pandémie et qu'on va rencontrer dans le futur parce qu'il y a une dynamique très, très difficile quand on est dans un milieu démocratique de comprendre qu'il faut faire un dialogue. Il ne faut pas faire un dialogue parce que sinon on n'arrive pas à procéder et à changer les choses. Donc, j'espère de pouvoir partager ma présentation.
Oui, Et vous, allez-y. Hein. oui, oui, je cherche le faire un moment. Ah, ok. Alors, je dois avant, oui, OK, et puis partager. Mhm. OK. Vous m'entendez? Vous voyez l'écran? Oui, Allô? c'est bon, professeur, C'est allez-y. bon. Alors, les problèmes sont pour une réflexion sur les aspects inconnus de la pandémie comme enseignement à retenir pour, par les responsables de la classe dirigeante et par l'approfondissement des professeurs et chercheurs universitaires. Regardez bien, ça n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour tout le monde. Pas seulement pour l'Afrique, mais pour l'Italie, pour tous les pays qui vraiment sont en recherche de comment faire pour sortir de cette situation. Ce que nous allons faire, le programme, c'est voir la situation de la pandémie COVID-19, évolution des données économiques en Afrique, en Europe et en RDC, les problèmes de légalité et d'éthique dans les secteurs de la santé, banque, assurance. Et puis, on va partager mes considérations sur les solutions à proposer. Donc, notre but, c'est arriver à se grouper autour d'une idée de solidarité qui vise au bien commun en découvrant ensemble, après l'expérience COVID-19, une manière de coexistence éthique et des instruments de promotion sociale qui puissent nous aider à bâtir ce que j'appelle EIPI, c'est l'indice de potentialité inutilisée, que sera l'indice que nous permettra de comprendre réellement comment le développement doit se faire pour le développement intégral de l'être humain à travers une nouvelle vision sociale, politique et économique. Et donc, ma méthodologie, c'est la méthodologie de Lonergan que mes étudiants connaissent bien et c'est une méthodologie fondationnelle, c'est-à-dire que il faut avoir une fondation de la connaissance, ça vient, dit Lonergan, par trois conversions. Une conversion intellectuelle, donc les verbes sont soit attentifs et soit intelligents, être attentif, intelligent, attentif parce que l'attention aux expériences est quelque chose que n'a pas besoin d'autre que d'attention. L'autre chose, c'est être intelligent, c'est-à-dire chercher, créer des tiroirs ou mettre les informations que nous avons pour l'employer au moment dont nous avons besoin. Puis, la conversion morale, c'est une conversion qui est importante parce que l'homme est dans une société et donc il doit être raisonnable et être toujours responsable, c'est-à-dire qu'il doit employer une rationalité dans tout ce qu'il va faire et être responsable de ses décisions et de ses actions. Et puis, il y a une conversion religieuse. Religieuse, pas pour le fait d'être catholique ou bien musulman ou juif, mais religieuse en termes de liaison entre les présents et les futurs, liaison entre les manants et les transcendants. Et donc, être conscient de son histoire, être conscient de sa période historique. Nous naissons et mourons dans une période et nous devons faire quelque chose dans cette période. Et l'autre chose, c'est être aimant. Être aimant signifie que si tu es aimant, tu arrives à communiquer ce que l'amour de Dieu t'a donné et donc tu dois le donner aux autres. Et tu ne fais pas de fatigue pour donner cette connaissance. Allons voir la situation du COVID-19 dans le monde maintenant, parce que c'est très important de nous situer et cette table nous permet de comprendre que maintenant, il y a 18 902 735 cas confirmés dans le monde
et vous voyez que c'est toujours en hausse. Et c'est un grand problème parce que nous nous attendions qu'il allait baisser. Au contraire, les morts aussi sont 709 511 et ils vont se tenir d'une manière équilibrée. Nous allons voir l'Afrique. Oh, c'est mieux de faire comme ça. Si nous allons voir la République démocratique du Congo, il y a 9308 et 214 morts. Puis il y a le Cameroun, 17 000, l'Éthiopie, le Nigeria aussi, mais c'est surtout l'Afrique du Sud, 538 184 avec 9 604 morts. Et donc, c'est une situation qu'il faut prendre pas, disons, d'une manière légère, mais il faut comprendre que c'est notre comment dire, responsabilité de comprendre que nous devons faire quelque chose. Et donc, on a eu la situation avec les informations sur la santé et la première chose sont les symptômes. On a les symptômes les plus courants, sur la température, la toux sèche, la prostration, et puis les symptômes moins courants, la douleur musculaire, la gorge irritée, la diarrhée et tout ça. Et donc, il y a eu des informations très importantes de comment se laver les mains, parce que c'est très important de comprendre qu'il faut au moins 20 secondes. Mais pour une question professionnelle, c'est mieux de faire attention et les redoubler, faire 40 secondes. Puis, les problèmes de maintenir la distanciation sociale d'au moins 2 mètres, éviter de toucher les yeux et le nez et la bouche sans être laver les mains. Et une recommandation importante, c'est que si on va tousser et retourner, il faut le faire dans les plis du coude pour éviter de le faire dans la main et puis aller donner la main à quelqu'un et les contaminer. Les masques, c'est une chose très importante. Et donc, il faut faire attention parce que la diffusion est très rapide et on a eu la nécessité, parce qu'il y a eu de nombreux gouvernements dans le monde entier qui ont dû prendre des mesures, et les mesures ont entraîné la fermeture temporaire de nombreuses entreprises, l'adoption de restrictions généralisées de voyages, des déplacements, des turbulences sur le marché financier, une érosion de confiance et une aggravation des incertitudes surtout. Ça, c'est la chose la plus importante. Disons, l'Afrique a eu des décès aussi, mais les problèmes de l'Afrique, la question est de savoir si, dans le cas de l'Afrique, il s'agit d'un virus contenu ou d'un virus non reçu. C'est-à-dire qu'on doit comprendre si l'on a réussi à contenir sa propagation ou bien justifier l'échec de la détection de la propagation de l'épidémie. Donc, les pays africains ont également bénéficié du fait qu'ils ont été parmi les derniers arrivants du virus, ce qui leur a permis de ne pas perdre de temps à fermer les frontières et à prendre des mesures de verrouillage. L'Afrique du Sud l'avait fait avant d'enregistrer sa première mort. Disons que même en RDC, on a adopté plusieurs mesures comme dans les autres pays, fermeture des frontières extérieures du pays, interdiction de rassemblement, confinement de la commune de la Gombe dans la capitale province Kinshasa, et obligation de porter un masque dans la capitale. Et donc, ça c'est la situation. Allons voir ce que comportait cette situation de pandémie
et même du côté économique. Et donc, je pensais de vous présenter quelque chose sur les pays du G7, les pays de l'UE, l'Union européenne, les pays de l'Afrique, et puis la République démocratique du Congo. Juste pour avoir une idée, parce qu'on ne peut pas parler des problèmes d'emblée, des problèmes légaux et des problèmes éthiques si on n'a pas une vision de comment les choses vont se définir dans les pays. Donc, dans les pays de G7, on peut regarder l'impact direct potentiel d'une approche fondée sur la production ou bien sur les dépenses. Donc, sur la production, parmi les services, les activités impliquant des voyages, notamment le tourisme, un contact direct entre les consommateurs et les prestataires, par exemple la coiffure, l'achat de logements, sont à l'évidence durement touchés par les restrictions mises au déplacement et par la distanciation sociale. Et c'est une chose que nous a vraiment très fortement frappé. Et la plupart des commerces aussi, restaurants, cinémas, ont été fermés, même si les ventes importées en ligne peuvent empêcher une cessation d'activité complète dans certains cas. Donc, les secteurs sont les travaux de construction non essentiels et qui sont gravement frappés. Et puis, les mesures de confinement ont affecté la disponibilité de la main-d'œuvre et soit en raison de réduction temporaire de l'investissement. Et puis, l'impact direct des mesures de confinement est plus modeste dans le secteur manufacturier. Disons que les secteurs affectés représentent entre 30 et 40% du total de la production de la plupart des économies. Et les interruptions d'activité sont, disons, dans certains secteurs et il a fait l'hypothèse que tous les pays adoptent des mesures de confinement d'une ampleur similaire. Et si ça vient, l'impact initial direct global sur le niveau du PIB est généralement de l'ordre de 20 à 25%. Et donc, le problème, c'est comment faire une prévision. Et donc, cette approche fondée sur la production est faite sur les calculs reposent sur l'hypothèse et d'une cessation d'activité à l'échelle de toute l'économie plutôt que d'une cessation limitée à quelques régions. Et donc, on pose l'hypothèse d'une cessation complète de l'activité dans la construction, fabrication de matériel de transport et des autres services aux personnes. D'une baisse de la moitié de la production dans la construction et services professionnels et d'une baisse de 3/4 dans toutes les autres catégories de production directement affectées par les suspensions. Et donc, il s'agit d'une hypothèse. On va voir ici les G7, le Canada, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et les États-Unis. On voit que les constructions fabricants en matériel de transport, c'est surtout l'Allemagne qui va souffrir. Ainsi, les constructions, c'est surtout le Canada. Pour ce qui concerne les commerces de gros et de détail, vous voyez que sont entamés tous, l'Italie un peu plus avec le Canada. Puis, les hôtels, restaurants et transports aériens, c'est orange et c'est toujours l'Italie et la Grande-Bretagne et même les États-Unis qui ont du mal. Et en plus, et des activités professionnelles immobilières, vous voyez que sont tous pareils et c'est surtout l'Allemagne qui va en souffrir avec les États-Unis. Et puis, les autres services, c'est toujours l'Allemagne qui en souffre en plus. Et puis, il y a de l'autre côté l'approche de le pourcentage sur le total des dépenses de la consommation. Et donc, on a vu, on a ici l'inverse, c'est-à-dire que de la part des constructions, on a vu certains secteurs qui
ont été fermés et qui sont en train d'avoir une baisse. De l'autre côté, nous avons l'habillement et chaussures. Vous voyez que c'est surtout en Grande-Bretagne et en Italie. Les articles de ménage, entretien courant du foyer sont partout le monde. Les dépenses et l'utilisation des véhicules aussi sont vraiment très fort à la baisse est très fort. Loisirs et culture, c'est surtout en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Et puis, restaurants, et hôtels et forfaits touristiques sont quelque chose que va entamer la réduction d'une échelle très grande, très forte. Et donc, voyons maintenant, après les G7, ce que sera la situation de la zone euro et de l'Union européenne. Vous voyez les imports-exports des marchés. Des produits avec les 5 plus grands partenaires. Nous avons une baisse avec les États-Unis de 1,40, la Grande-Bretagne 1,60, la Chine 1,20 et la Suisse 1,10 et la Russie 0,50. De la part de l'import, nous avons la Chine qui va baisser de 3,30, c'est-à-dire une grande baisse. Puis les États-Unis 0,50, la Grande-Bretagne 2,70 et la Russie 0,90 et la Suisse 0,1. Donc, il y a une forte baisse des rapports export-import et il y a une forte baisse aussi de la consommation réelle des ménages par habitant. Et nous pouvons voir que même si les revenus montent, la consommation va baisser parce que ça c'est dans la zone euro et ça c'est dans la zone Union européenne. Et disons qu'il y a disons, différents taux d'épargne des ménages et leurs composants. Et nous avons ici, vous voyez, le taux d'épargne, c'est violet, et vous voyez que la Belgique va épargner le plus de tous. Et même ici, c'est les revenus disponibles qui est monté dans certains pays, mais quand même, les dépenses sont toutes baissées, et surtout en Italie et en Belgique. Et donc, ça nous donne la situation des difficultés qu'on trouve dans cette pandémie. Et la même chose pour les taux d'investissement des ménages, que nous avons tout en baisse, seulement 7 sont en hausse, et ce sont seulement les Pays-Bas et l'Allemagne qui ont des nombres importants. Donc, l'impasse sanitaire, disons, qu'on a eu au G7 et dans l'Europe, il y a aussi un effet très important en Afrique. Et donc, en Afrique, la pandémie a commencé à frapper les économies africaines avant même que le virus ne débarque sur le continent, à travers la forte baisse de la demande internationale des matières premières et des produits agricoles, l'arrêt des investissements étrangers et la fuite des capitaux, la limbe dans laquelle les secteurs sont immédiatement entrés, comme le tourisme, les transports aériens, l'effondrement des envois de fonds de la diaspora, que c'est une chose très importante. Disons que l'Afrique subsaharienne clôturera les 2020 avec sa première récession depuis 25 ans maintenant, selon la Banque mondiale, qui prévoit pour l'instant une contraction du PIB régional dans une fourchette de moins 2,1 à 5,1%.
Et donc, disons que la chute de la demande par le Nord, la chute du cours des matières premières, hein, est une chose qui a frappé beaucoup. Et si on va voir la baisse globale prévue de la croissance en Afrique, masque d'importantes variations entre les régions et les groupes de pays. Des économies exportatrices de pétrole comme l'Algérie, ceux qui sont exportateurs de ressources naturelles, comme le Botswana, l'Afrique du Sud, la Zambie, fort par rapport aux projections de la croissance et qui avait dans les scénarios auparavant. Disons que ce sont des dynamiques qui sont en partie similaires à ce que nous vivons en Europe, mais pas entièrement superposables. Disons que le problème pour de nombreux Africains, est que si vous ne travaillez pas pendant la journée, vous ne mangez pas le soir, et travailler en ligne, soi-disant smart working, n'est qu'un rêve lointain. Donc, la crise alimentaire est un danger encore plus réel pour les zones qui sont déjà aux prises avec d'autres menaces difficiles, telles que l'insécurité engendrée par les conflits du Sahel et l'invasion . Donc, l'Afrique, nous voyons que les plus importants, c'est le Nigeria, qui est classé à la 31e place. Puis nous avons au 34 l'Afrique du Sud. Et nous avons, disons, la Nigeria, c'est à la première place. La République démocratique du Congo, c'est à la 12e. Donc, disons qu'il y a un problème de croissance qui doit être pris en considération. Pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, on va voir les opportunités de créer une entreprise. Et la République, la RDC, c'est à la place 183. Et donc, disons qu'il y a le Maroc, que c'est à la place 53, c'est avant l'Italie, l'Italie c'est à 58. Et puis, il y a des autres pays qui sont vraiment très avancés par rapport à la RDC, qui doit faire quelque chose pour trouver la manière d'avancer quand même. Et donc, dans la République, le système économique se distingue aujourd'hui sous la forme d'une grave crise des sociétés et d'une véritable calamité humaine à des origines qui remontent au début de la colonisation, et son histoire est très vaste et sinueuse. La désorganisation du pays était telle qu'au début des années 1990, l'économie souterraine du Zaïre était estimé à 3 fois les montants officiels du PIB. L'histoire économique récente de la RDC est jalonnée de plusieurs tentatives d'assainissement et de redressement de l'économie. Donc, ici, je ne dois répéter que c'est un sous-sol de richesse exceptionnelle, qui a 9 pays frontaliers très importants pour les relations, qui a 2,3 millions de kilomètres carrés de superficie, et tout ça, il y a une très grande force d'énergie, de ressources énergie
d'énergie. Et la RDC est considérée comme un véritable scandale géologique parce que nous savons que regorge de ressources minérales, cuivre, que c'est le premier producteur, le cobalt, c'est le premier producteur au niveau mondial, les coltan, l'or, les diamants. L'économie est le reflet d'un phénomène de syndrome des matières premières. C'est lui d'un faible développement de son économie et d'une pauvreté persistante en dépit de l'exploitation des richesses naturelles. La RDC est NPMA, le 8e plus pauvre pays de la planète, mais c'est quelque chose d'impossible à accepter. C'est quelque chose que je refuse dans ma pensée parce que nous devons absolument sortir de cette situation. Et en plus, la RDC n'a rempli aucun des objectifs du millénaire. Le PIB de 2018, c'était 48,46, ça signifie 496 dollars par habitant. Et donc, il y a un taux de pauvreté trop grand. Et donc, l'économie de la RDC est très spécialisée, reste vulnérable parce que dépend surtout de la Chine. Les 40% des exportations de matières premières, minérales, pétrole, sont en direction de la Chine. Et puis, l'agriculture aussi est dépendante des exportations et représente le 20,6% du PIB. L'industrie, incluse l'activité extractive, est 32,5% et les services 46,9%. Il faut faire quelque chose pour promouvoir une autonomie au niveau de production parce qu'il y a, disons, beaucoup de possibilités comme on a fait maintenant les changements en 2018, le changement du code minier, non? Et que je pense que a été quelque chose qui pourra aider surtout pour la suppression de la clause de stabilité des ans et donc les obligations de répatriement de devises accrues et la possibilité de sous-traitance limitée à des personnes morales des droits congolais à capitaux congolais. Donc, il y a des choses qui doivent changer, non? Et comme l'artisanat minier, qui représente encore les 15-20% de la production totale, et donc l'exportation de coton, café, cacao, sucre, et qui sont déclinantes et peu productives. Les cultures vivrières, manioc, plantain, maïs, arachide, riz, peinent à satisfaire la demande locale. Et ça, c'est surtout pour les manques d'infrastructures. Les maïs importés occupent désormais une place importante dans la consommation des ménages urbains. Et donc, il y a un problème, même la production d'électricité qui a une production de 1000 par rapport à une capacité de 1800. Et maintenant, on va créer l'INGA 3 pour permettre de produire 4800 mégawatts, soit l'équivalent de 3 réacteurs nucléaires de troisième génération, c'est-à-dire qu'on pourrait vraiment donner l'électricité même à l'Europe. Et donc, disons que ce sont les indicateurs du développement qui sont à la traîne. Maintenant, on a fait ces cadres très rapides de référence. Allons voir comment développer les choses au niveau des problèmes de l'égalité d'éthique. Nous devons faire vite parce que le temps, c'est tyrannique. Et ce que je voudrais suivre, c'est cette liste. Oui. Là, il faudra aller un peu rapidement sur les parties qui restent, parce que vous avez déjà fait 30 minutes. Ah oui, alors allons voir l'éthique qui doit avoir des projets, et c'est surtout le triangle du développement que c'est doit avoir un projet social, un projet politique, un projet économique. Et donc, l'éthique doit marcher pareillement.
et on a les caractères de l'homme qui a de la vulnérabilité, mais aussi de la créativité et de la fragilité des situations de routine et d'urgence, et trois éléments structurels, la liberté, la soumission à la souffrance, l'inclination à la méchanceté. Et donc, il faut se confronter toujours avec des catastrophes, et la pandémie a créé des problèmes de statistiques statiques, continus, psychiques et dynamiques. Les statiques sont blocage de la vie normale, le verrouillage continu, le père présent et futur et distanciation sociale pour précaution. Donc, il y a créé beaucoup de problèmes. Et l'essence de la légalité et l'éthique pendant la pandémie, après la pandémie, pose des questions nouvelles de révision des modèles de coexistence. Alors, disons qu'il y a la limitation avant tout des libertés personnelles, et puis la liberté de réunion, les droits d'association, les droits des professeurs librement sa religion, les droits d'agir devant les tribunaux et de se défendre devant les tribunaux, et la réduction la rééducation du condamné et les droits d'éducation à la culture. Ce sont des problèmes de légalité qui touchent tout le monde. Puis, on regarde les problèmes de légalité de la santé, que c'est le triage. Le triage, c'est quelque chose qui est garanti par la loi, et le but, c'est de gérer la prise en charge de toutes les personnes qui accèdent au premier secours, avec une attention particulière pour celles en situation critique, en évaluant les données et les signes cliniques. Et donc, c'est très important de comprendre qu'il y a des lois à respecter, mais sont surtout les médecins qui doivent respecter ces lois. Mais le triage, disons, a besoin même d'unités de soins intensifs, a besoin de l'urgence de l'organisation de l'action d'intervention, l'importance incontestable d'être santé publique, non pas privée. Et donc, il faut faire attention à le triage, même sur les problèmes de l'éthique, parce que le principe d'égalité et égale dignité est, disons, dépassé du bien-être collectif, c'est-à-dire qu'il cherche à maximiser la probabilité de succès du traitement et maximiser le nombre de personnes traitées au lieu de regarder l'égalité et l'égale dignité. Et donc, on cherche des critères qui on n'arrive pas à obtenir. On a des protocoles en Italie qui donnent critères universalistes égalitaires, justice, équité, solidarité, éthique institutionnelle, augmenter les ressources médicales, éviter les formes de catégories, etc. En France, c'est la même chose, un protocole, stratégie de santé qui passe d'une logique individuelle à une logique collective, les dilemmes individuels au collectif. Ça, c'est très important. Et donc, faire évaluer plutôt que de ne pas faire, et refus de discuter des critères collectifs, application de la décision individuelle. Et donc, disons que seulement ça, c'est important. Et premier scénario, l'exemple de réflexion, non, les patients A, B, C et D présentent à l'hôpital. Lorsque du triage, il établit que les patients A les meilleures chances de survie. Condition, il n'y a qu'un seul ventilateur respirateur. Comment décider? Et ça, c'est un problème. Et donc, le deuxième scénario peut être que les patients successifs sont présents à l'hôpital. Lors du triage, on constate que tous les 4 peuvent être sauvés avec une plus grande probabilité de survie. Mais seuls les patients dits précédents est déjà intubé avec les seuls respirateurs existantes. Alors, laissons-nous tous les 4 en danger de mort et laissons-nous les respirateurs en D. Nous retirons le respirateur D, interrompons le traitement pour donner un survivant, et choisissons-nous en fonction de l'âge des patients, choisissons-nous en fonction du sexe, et donc il faut avoir de la transparence. Et le
problèmes de santé, d'éthique dans la santé, dans les triages sont très importants. Pour ce qui concerne au contraire les banques, c'est qu'il y a un problème de corruption qui travaillent les hommes noirs au pouvoir inoxydable. Qui sont donnés, des emprunts qui sont donnés en utilisant les pots de vin, le paquet de bénéfices qu'on peut donner pour obtenir des bénéfices aussi. Et donc, il y a une éthique des banques qui doivent comprendre que le client doit être retenu une question très importante pour la sauvegarde même de la banque. Et donc, il faut soigner les clients et les interlocuteurs beaucoup plus du profit. Et donc, les problèmes des banques et que se passe-t-il si l'entreprise est contrainte de fermer, et si un client par son emploi est exposé à des actifs, même avec des prêts hypothécaires et du papier commercial, la banque se trouvera en difficulté. Donc, plutôt qu'élargir son risque, elle limitera son activité, limitant au maximum le risque et dommages. Et donc, sont des problèmes que la banque doit résoudre. Dans l'assurance, les problèmes sont des choses. Les problèmes, disons, légales liées au contrat qui ne prévoit pas les problèmes du Covid-19 et donc il n'y a pas d'indemnisation. Et puis, l'autre chose, c'est l'assurance de l'automobile, RCA, c'est-à-dire que pendant les confinements, les voitures n'ont pas voyagé et donc il y a un profit en plus de la part des assurances. Donc, il faudrait concevoir au niveau légal des contrats qui prennent en considération les problèmes, soit des risques, disons, de dommages de vie survenus par la pandémie. Mais au niveau éthique, c'est de créer un système de concertation qui puisse vraiment aider toutes les choses. Je termine avec, en lisant vitement les solutions. Pour moi, les résolutions sont le recensement et regroupement, état de lieu du territoire municipal, provincial et régional, les rénovations des maisons, sites et terrains abandonnés, encourager l'introduction des barrières biologiques, les haies, inciter à la création des maisons telles que petites villas, maisons jumelées, copropriétés au rez-de-chaussée avec des terrains similaires ou pertinents, créer la culture des structures de survie dans la maison, pousser de l'épargne, de la réutilisation, de la régénération, du recyclage des matériaux et des produits, créer des entreprises de la jeunesse qui savent concevoir des nouveaux produits de manière circulaire pour la récupération, la réutilisation, le recyclage des composants, concevoir des entreprises pour la réutilisation des produits non biodégradables, plastiques, déchets hospitaliers, etc., favoriser la diffusion des petites entreprises réparties sur tous les territoires de l'exploitation commerciale, créer des sociétés de transformation, traitement, de distribution des matériaux, non seulement comme Amazon et eBay, mais aussi publics, programme de répartition parcellaire du territoire divisé selon les habitants avec attribution des responsabilités à chacun, élaborer un programme rationnel de création de petites infrastructures pour la viabilité, le stationnement public et petits marchés d'arrondissement axés sur les besoins des citoyens, organiser des bassins centralisés pour la récupération des eaux pluviales, remise en état des territoires pour éviter les inondations, les glissements de terrain, les effondrements de terrain, sécurité des rivières, des ruisseaux et des routes, création
d'entrepôts centralisés pour le stockage et la transformation des produits agroalimentaires, incitation aux travaux agricoles et d'élevage par programme de développement et coopération domestique, reboisement et remise en état des forêts, création de la chaîne d'approvisionnement, une chaîne d'approvisionnement des activités commerciales et de production en réduisant les terminations parasitaires, mettre en œuvre de nouveaux modèles de développement pour le secteur public, privé et tiers sur la base IPI, créer un réseau hospitalier national organisé, triage, traitement, parcours différenciés, agir contre la corruption en promouvant ce que j'appelle la certification éthique, c'est-à-dire compétences professionnelles, connaissance des limites éthiques du travail, transparence et censure sociale. Ça, c'est la bibliographie. Si vous voulez approfondir les choses, sans problème. Je vous remercie, j'ai fini. OK. Merci beaucoup. Professeur Romeo Ciminello, pour votre brillante intervention. Il nous a permis d'analyser la gestion de la COVID-19 à travers effectivement les problèmes d'éthique, d'égalité sociale, n'est-ce pas, en considérant les secteurs de la santé, bien entendu, mais aussi les secteurs des banques et assurances. Et ce qui est intéressant par rapport à cette présentation, c'est le fait que l'orateur nous a présenté aussi des solutions, des mesures à adopter dans les cadres justement de l'après-Covid, n'est-ce pas? Et en fait, des solutions qui peuvent être utiles, n'est-ce pas? Pas seulement dans les pays développés, dans les pays du Nord, en Italie notamment, mais aussi la gestion de la crise dans les pays en développement, en RDC. Encore une fois, merci beaucoup. Et sans plus tarder, on va passer au jeu de questions-réponses, peut-être aussi des suggestions. Alors là, on va dire, le bal est ouvert, hein, n'est-ce pas? Et vous manifestez, vous présentez d'abord et puis après, vous passez à la question ou aux commentaires éventuels. Donc, voilà. Oui, allez-y, prof. Grégoire Ngalamouloumé. De micro, ah, voilà, merci. Merci, monsieur le modérateur, et grand merci à Grazier, prof. Romero, pour cette présentation assez documentée. Moi, je voudrais revenir sur toutes ces questions légales, ces questions éthiques. Moi, je pense qu'il y a quand même un enjeu de pouvoir au cœur de toutes ces mais aussi et surtout dans le secteur de la santé, on sent que ces questions légales, ces questions éthiques, elles sont persistantes et continuent à se poser à longueur de journée et par moment, on n'arrive pas à trouver des questions essentielles, des réponses essentielles par rapport à ça. Il y a eu par exemple des préoccupations qu'il a soulevées en rapport avec la sélection de malades, comment, tout, ce sont des questions qui demeurent et par moment, c'est lié parfois à la nature humaine et on n'arrive pas à trouver des réponses appropriées par rapport à ça. Mais moi, je voudrais insister sur un domaine précis, c'est notamment le domaine des vaccins. Aujourd'hui, il y a toute une série de commentaires sur les réseaux sociaux, notamment on met en exergue la fondation Bill Gates par rapport au vaccin. Il y a des commentaires qui suivent. Est-ce que ce peut être parfois des rumeurs? Mais en même temps, il y a quand même une certaine base. On estime que ce sont des vaccins qui vont être plus ou moins empoisonnants pour réduire la démographie au niveau d'un certain nombre de territoires, de pays. Et il y a des questions éthiques vraiment qui se posent au cœur de ces histoires, de cette situation-là. Effectivement, en parlant de la Fondation Bill et Melinda, par exemple, ils ont déjà été mis en
cause au niveau, par exemple, de l'Afrique, avec des programmes de lutte contre la malaria, où ils ont mis en place, par exemple, des programmes de multiplication des moustiques génétiquement modifiés ou des moustiques qui pouvaient en générer une certaine stérilité au niveau des populations. Mais la question principale maintenant qui se pose, c'est que comment arriver à résoudre ces différentes questions, comment redonner la confiance au niveau de la population à partir du moment où les instances qui sont chargées de réguler, notamment l'OMS et consorts, sont parfois accusées de connivence avec ces différentes maisons, ces différents laboratoires. Ces différents pharmaciens, l'éthique, effectivement, le sens du raisonnable, il n'est pas là, mais il y a quand même des enjeux politiques, économiques qui sont mis en avant au lieu de privilégier, par exemple, la santé humaine. Je voudrais avoir plus ou moins votre réaction par rapport à ça. Merci beaucoup. OK. Donc, prof Roméo Chiminello, je pense que vous avez saisi un peu les préoccupations du prof Ngala Mouloumbe. Vous pouvez apporter des éclaircissements, s'il vous plaît. Les problèmes que nous avons par rapport à l'éthique dans la, disons, dans la décision, je pense que ça vient du manque de formation. C'est-à-dire que nous n'avons pas la connaissance de comment nous devons réagir par rapport aux problèmes de santé et sur ce qu'on doit faire sur des plans. Avant tout, les plans politiques, non, disons sur trois plans. Avant tout, les plans sociaux, c'est-à-dire que les problèmes qui trouvent les médecins et qui trouvent les familles qui ont des malades de COVID-19 n'ont pas de structures hospitalières et ça dépend d'une question de manque de projet social. C'est-à-dire que nous n'avons pas un projet pour les hôpitaux, mais disons que dans la RDC, il n'y a pas un réseau hospitalier. En Italie, on l'a détruit. Et donc, c'est une question éthique qui va entamer la vision politique. Et la vision politique, c'est de comment faire pour obtenir le bien commun. La santé, c'est une question de bien commun. Et donc, on doit comprendre que tout politicien doivent penser avant tout à ce que le bien commun du pays, c'est-à-dire la possibilité donnée à chacun de pouvoir obtenir ce qu'il a besoin. Et après, il y a les projets économiques, c'est-à-dire que les projets économiques, on a un patrimoine, on a des possibilités patrimoniales et on doit l'employer. Et il y a l'évasion fiscale qui nous a donné une démonstration que si on n'a pas de ventilateurs, on n'a pas de respirateurs, on n'a pas de masques, on n'avait pas de choses, c'était parce que il n'avait pas d'argent employé pour ces choses-là. Et maintenant, on doit chercher à comment revitaliser les secteurs et donner la possibilité de créer des entreprises qui puissent faire ça. Et donc, il y a les problèmes puis individuels. C'est-à-dire que l'individu se trouve dans une situation, disons, qui, si l'individu est médecin, il doit comprendre comment il doit décider. Et donc, avant tout, il faut comprendre que nous sommes des créatures, c'est-à-dire que
nous ne pouvons pas penser d'être les décideurs de notre destin. Et donc, nous devons réaliser que notre vie est quelque chose que doit être rendu à Dieu et non pas nous ne sommes pas nous ne pouvons pas maîtriser notre vie comme nous voulons parce que disons que le bon Dieu, il y a une responsabilité, il y a une éthique pure qui est normative, qui est indicative, il y a une éthique appliquée. L'éthique appliquée, c'est notre responsabilité. Ça dépend de nous. C'est-à-dire que nous devons toujours penser que l'homme, par la liberté et par l'activité, disons, économique, le travail, pour dire. Mais c'était la rationalité et doit avoir une conscience. Cette conscience crée la possibilité de décider d'une manière consciente sur des choses et donc passer à l'action. La décision et l'action portent des conséquences. C'est qu'on a. Ça, c'est le cadre de l'éthique. Et donc, si on est médecin, il faut appliquer ces choses-là sur la base de savoir quelles sont les conditions, parce que la condition, c'est de chercher toujours la bonté et non pas le mal. De l'autre côté, si je suis malade, je cherche à avoir la sauvegarde de ma vie. Et donc, c'est très difficile à comprendre si on peut choisir de ôter le respirateur à un malade pour le donner à un autre. Si je peux décider moi-même de le faire comme un prêtre ici en Italie a fait, il a préféré se faire ôter le respirateur pour le donner à un jeune homme qui était là. Et donc, un autre problème, c'est comprendre et quel est les critères? C'est les critères de la probabilité de survie, si les critères est l'âge, si les critères est, disons, l'empathie. Ça, c'est donc, merci beaucoup, monsieur Roméo Chimenelo, pour Ngalamoule m'est satisfait. Et sans plus tarder, on va passer à une autre préoccupation. Nous vivons au quotidien avec cette maladie. Comment l'économie, disons, les politiques, les autorités économiques peuvent orienter leur prise de décision. Disons. Donc, les politiques économiques peuvent s'adapter à vivre dans un environnement économique aussi avec la COVID comme une maladie qui nous est familière. Donc, voilà un peu mes deux petites préoccupations. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup, M. Jacques Bacolé. On va donner la parole au prof Roméo Chimenelo. OK. Alors, vous avez posé des questions importantes. Je vous remercie. La question sanitaire. La question sanitaire, avant tout, c'est un problème sanitaire. Ce n'est pas un problème médical. C'est-à-dire que nous avons besoin d'avoir les structures. Et donc, on n'a pas eu le problème de la pandémie parce que la pandémie, c'était létal. Non, la pandémie, c'était quelque chose qui avait besoin d'avoir 30, 40, 100 000 respirateurs. 20, 30, 40 lits par hôpitaux de thérapie intensive. Au contraire, on ne l'avait pas. Et donc, si on était en urgence,
on était destiné à mourir parce que ce n'était pas la létalité de la maladie, mais le manque de structures. Ma fille, qui est médecin anesthésiste réanimatrice, elle me dit que si on a les structures, avant tout les triages, c'est-à-dire que si on a des personnels préparés qui connaît comment individuer la chose et la gravité, ça c'est la question. Parce que la base primaire, c'est les triages, c'est-à-dire qu'on a besoin de gens qui sont vraiment préparés pour comprendre comment faire face à cette maladie dans les procès. Ça c'est la question. Après, les problèmes des États-Unis et de l'Organisation mondiale de la santé, c'est un problème politique, ça c'est la question. Donc, nous devons comprendre qu'il y a deux visions. La vision politique de ce qui dit qu'on va chercher l'immunité je ne sais pas en français comment l'appelle, l'immunité les brebis sont toutes ensemble, troupeaux, l'immunité des troupeaux, et les autres, au contraire, qui cherchent à donner des mesures qui puissent vraiment chercher à protéger les citoyens des problèmes comme des mesures comme le confinement, comme les masques, comme continuer à pousser pour se laver les mains, comment se tenir dans la distanciation sociale et tout ça. Et ça, c'est un problème parce que ce sont des règles qui, si ne sont pas suivies, créent des flambées ultérieures. Maintenant, nous avons l'Allemagne, nous avons l'Italie, nous avons l'Espagne, nous avons la Belgique, pour ne pas parler des États-Unis et du Brésil, parce qu'ils n'ont pas jamais fermé les choses. Mais le problème, c'est que les flambées commencent, et alors il faut comprendre comment convivre. Et dans les solutions que j'ai données, il y a des indications importantes. La première, c'est le triage. La deuxième, c'est le tracement. Le troisième, c'est bâtir des endroits spécifiques. Et le quatrième, c'est gérer la manière avec un vaccin, avec une possibilité disons, de résoudre des situations contingentes. Normalement, l'exception, on doit l'accepter, mais la généralité doit être bien tenue sous contrôle. Pour ce qui concerne la RDC au niveau économique, je pense que on peut s'orienter avec les politiciens. C'est un problème de gouvernance, c'est un problème de leadership. C'est-à-dire que si nous voulons changer quelque chose, il faut avoir une vision. Et ce que je peux dire de mon expérience, j'étais en République démocratique du Congo à Kinshasa, à l'UCC depuis 2013, et je commençais à faire un travail avec des étudiants, et je pense que j'ai réussi avec un millier d'entre eux. Mais il faut avoir au moins 5 000, 10 000 personnes qui puissent se prendre en charge une vision nouvelle. Nous devons soigner la nouvelle classe dirigeante. Au contraire, il n'y a pas un soutien, il n'y a pas une vision. Et donc, les politiciens qui sont là sont des politiciens qui appartiennent à la tradition, au passé. Maintenant, nous avons besoin de futur, d'avenir, comprendre comment se grouper autour d'une idée, comment gérer les propriétés, gérer l'économie, gérer les projets sociaux, quel type de société envisage avoir l'RDC dans 50 ans.
Ça, c'est la question. Alors, quel type d'entreprise, quel type d'hôpitaux, de structures de formation, d'infrastructures. Mais si on n'a pas cette vision, c'est très, très difficile de comprendre comment le politicien peut s'insérer dans une question même de santé ou de changement de choses. OK. Merci beaucoup, professeur Romeo Ciminello. Alors, sans plus tarder, on va passer peut-être aux préoccupations enfin, une troisième personne peut intervenir éventuellement. Je vois mettre un peu mes lunettes. Monsieur Benjamin Chimanuka, vous avez la parole. D'accord. Merci beaucoup pour la parole. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Allez-y. OK. Bon, moi, c'est surtout une intervention. Je constate avec ce problème de Covid, comme nous tous ici en RDC, c'est que le problème de choix, des choix éthiques de nos dirigeants, de nos politiciens, relève notre fragilité. Parce que, Commencez étant par donné vous que présenter, notre économie... on ne sait pas qui. S'il vous plaît, Oui, d'accord. présentez-vous brièvement. Hein. Égide Boula, s'il veut prendre la parole. Voilà, le professeur, vous avez la parole. Les micros. Oui, allez-y. Les micros, vous devez allumer les micros. Non, activez le micro, prof. Oui, j'allume le micro du prof. Et non, Égide d'abord. Hein. Il n'est pas allumé. Je le vois. C'est peut-être le prof Chimanga. Ah, maintenant. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, oui. Oui, allez-y, allez-y. Hein. OK, bonjour. Bonjour. Bon, moi, c'est le professeur Égide. Je suis professeur associé à l'IPN, à la faculté des sciences de la santé. Okay. Je suis prêtre. Pour le moment, je suis en Italie. Je voudrais intervenir pour donner ma contribution, spécialement en ce qui concerne l'aspect éthique dont a parlé le professeur Romeo. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. C'est-à-dire les problèmes éthiques soulevés par la COVID-19. D'abord, le conflit de valeurs entre les libertés individuelles et la santé publique ou les biens communs. Et puis, les triages qui s'appellent en bioéthique allocation des ressources. Et puis, le problème de l'information. Le problème de triage au mieux de l'allocation des ressources n'est pas un problème nouveau. C'est un problème qui se pose déjà depuis longtemps en médecine. Au quotidien, les médecins sont confrontés au problème d'allocation des ressources. Comment faire, comment agir, qui soigner quand on a peu de moyens et qu'on se trouve devant une multitude de malades? Généralement, il y a à côté du médecin un comité d'éthique clinique qui aide le personnel soignant à résoudre tous ces problèmes éthiques. Ce qui n'est pas le cas chez nous, par manque de personnel ou je ne sais pas quoi exactement. Mais c'est un problème sérieux auquel les médecins sont confrontés chaque jour. Et un problème à prendre aussi au sérieux, pour la simple raison qu'il s'agit de vies humaines. Pour faire un bon triage, il faut tenir compte des critères dont a parlé le pauvre Roméo.
le cas du prêtre italien qui a retiré son respirateur pour le donner à un jeune homme, c'est un cas très illustratif. Entre l'âge du malade, la chance de guérison, ce sont des éléments qui entrent en compte quand on doit prendre de telles décisions. Et sur ce point-là, nos médecins ne sont pas formés. Dans nos facultés de médecine au Congo, il n'y a pas de cours de bioéthique. On donne des cours d'éthique clinique. Donc, je ne suis pas étonné quand ils t'attendent, par exemple, pour prendre de bonnes décisions devant un cas pareil. Un autre problème, j'ai été frappé pendant cette épidémie par la désinformation, par l'intoxication sur les essais cliniques, sur la vaccination. Le professeur Roméo, en répondant à la question du premier intervenant, a dit qu'il faut l'information. Ça, c'est très important. Très important, si on n'a pas l'information, on spécule, on intoxique la population. Vous savez que notre population n'est pas bien formée, bien informée, et facilement, elle est prise par toute l'information qui lui arrive sans esprit critique. C'est exactement le cas qui est arrivé chez nous. On a pratiquement jeté un discrédit sur les essais cliniques, sur la vaccination. Je ne sais pas comment ça va être après pour vacciner les enfants ou pour procéder aux essais cliniques qui sont très importants pour le progrès de la médecine. Donc là aussi, même pour les intellectuels, il faut une bonne formation, il faut de l'information. Parce que beaucoup de lanceurs d'alerte, ce sont des intellectuels, malheureusement mal informés. Comme l'Internet donne la parole, a donné la parole maintenant à tout le monde de spéculer, on spécule, donc on intoxique les gens. Les résultats vont être très négatifs pour la suite en ce qui concerne la santé publique dans nos pays africains. Parlant de Bill Gates, il est accusé de tout le monde maintenant, qui veut éliminer la population en Afrique, qui veut ceci, qui veut cela. Mais on ne dit pas combien d'argent cet homme-là, sa fondation, verse dans la santé publique pour sauver les vies humaines dans le pays du tiers-monde, notamment en Afrique. Ça, on ne le dit pas. Des milliers, de milliards même de dollars. Tout un domaine scientifique qui est important pour le progrès de la médecine. Donc, nous sommes tous intellectuels, donc j'invite tout le monde à s'informer sur les essais cliniques, sur la vaccination, pour donner la bonne information à nos familles, à nos populations. Autrement, la vaccination pour l'avenir ne servira plus à rien. Or, c'est la vaccination qui a éliminé beaucoup de maladies en Europe, des maladies qui continuent à tuer chez nous. Alors, si nous refusons la vaccination, qu'est-ce qu'il en sera de la polio et de tant d'autres maladies qui sont en train de sévir chez nous? Donc, pour conclure, j'ai dit ceci, donnons la bonne information à nos populations. En matière de santé, le risque zéro n'existe pas. Il y aura toujours des morts pendant la vaccination ou pendant les essais cliniques. Mais les chercheurs doivent faire en sorte que, au lieu d'avoir 10 morts, qu'il y en ait 2 ou 3, ou même 0. C'est ça que nous devons faire pour arriver à convaincre les gens de la nécessité de la vaccination, des essais cliniques pour être en bonne santé. Voilà un peu ma contribution à ce débat. Merci. OK, merci. Moi, je pense que ce sont des commentaires. Hein, oui, ce sont des commentaires, ce n'est pas une question, oui. Voilà, des suggestions, effectivement. Pour aller dans le même sens, je pense que
Oui, le problème d'éthique se pose au niveau des relations internationales et surtout par rapport à la crise aujourd'hui. Parce qu'il faut rétablir la confiance entre, d'une part, par exemple, les industries pharmaceutiques basées à la production du vaccin et puis le public. Il y a des fois un décalage. Je pense qu'il y a une nécessité d'une régulation au niveau international et Oui. pour qu'il y ait un nouvel ordre moral, religieux aussi, hein, qui puisse guider les actions de façon à ce que l'homme soit au centre du dispositif et non la recherche du profit optimal. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais rajouter par rapport à ça. D'accord, ok. OK. Alors, on va peut-être passer la parole à un autre intervenant. Monsieur l'assistant Gabi Francam Akis, qui veut peut-être poser une question ou faire des suggestions. Allez-y, monsieur Gabi, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur, pour la parole. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, 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 c'est bon, allez-y. Merci beaucoup. Moi, je suis Gabi Francam Akis, assistant à l'Université catholique du Congo. Merci, professeur. Pour prolonger un peu la question du professeur Ngalamou Loumé et aussi prolonger les commentaires du professeur Égide. Je vais un peu intervenir par rapport à ce que le prof a dit. Je l'ai perdu. Oui, monsieur Gabi, est-ce que vous êtes avec nous? Il a un problème de connexion. Non, apparemment. OK, c'est bon. Alors, on va peut-être passer la parole à une autre personne, hein, en attendant qu'il puisse reprendre la main. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Une autre personne avec des questions ou éventuellement des commentaires? Non? Pourrais-je ajouter quelque chose sur ce qu'a dit le professeur Gide? Et quand on parle d'information, quand on parle de décision, il faut faire attention à ce que c'est l'habitude actuelle de l'opinion. Nous avons un opinionnisme, disons, généralisé. Et ça, c'est le problème que nous allons rencontrer. Et Platon disait que la vérité, c'est une chose, l'ignorance, c'est autre chose, mais à moitié, il y a quelque chose qui n'est pas ignorance, n'est pas vérité, c'est l'opinion. Et donc, nous avons le problème de comprendre que nous devons faire référence à ce qui puisse vraiment nous donner des informations réelles. Et donc, ce que j'ai mis comme solution aussi, c'est la certification éthique. C'est-à-dire que ce sont 4 points. 4 points très importants. Je l'ai proposé aussi en Italie parce que ça, c'est contre la corruption, contre la concussion et la violence. La première, c'est la compétence professionnelle, c'est-à-dire que tu dois faire ton travail, si tu les connais, si tu as la préparation, et cette préparation, ce n'est pas seulement scientifique ou bien de travail, mais même même humaine. Après, c'est la transparence, transparent. Et puis, la connaissance des limites éthiques, ces règles qui ne sont pas écrites, mais qui sont importantes pour la confiance dans la relation humaine. Et après, la censure sociale. C'est-à-dire que nous devons séparer les, comme on dit en Italie, les pommes pourries des pommes bonnes. Parce que si on met ensemble les pommes pourries et les pommes bonnes, une pomme pourrie suffit pour faire pourrir tous les autres. Et donc, c'est très important faire ces choix et comprendre que petit à petit, la formation éthique doit devenir une, disons, formation nécessaire
est obligatoire des premières années de vie des enfants dans l'école. Et après, on va l'approfondir dans tous les autres aspects, bioéthique, et éthique morale, éthique sociale, éthique politique. Moi, je suis président du comité de promotion éthique et je suis en train de promouvoir cette certification depuis 2013. Oui, depuis 2013, 2003, excusez-moi. 2003, on a formé le comité. On a aussi fait un projet de loi en 2009, mais personne ne veut pas l'appliquer. Mais pourquoi? Parce qu'on attend l'éthique des autres. On attend l'honnêteté des autres. Quand il s'agit de moi-même, j'ai toujours une excusant. J'ai eu quelque chose, je dois toujours me justifier. Au contraire, il faut apprendre à se prendre ses propres responsabilités basées sur la dignité de l'homme. Ça, c'est la question que je pense soit très important de répandre dans tout le monde. Et ce n'est pas une question d'ordre international, c'est une question d'ordre mental. Avant tout dans la réalité domestique et après dans les relations internationales. Ok, merci beaucoup, professeur. Alors, je vois l'assistant Gabi Francam est de retour. Hein. Je ne sais pas s'il veut intervenir. Oui, je suis là. Mais allez-y. Hein. Il y a des interférences là. Oh oui, de l'autre côté, il y en a qui peuvent faire. Benjamin Olangui, est-ce que vous pouvez un peu décrocher, si on peut dire? On prend d'abord l'assistant Gabi Francam et puis vous allez intervenir après. Monsieur Benjamin Olangui. Ok, merci beaucoup, professeur. Merci, je commence par présenter mes excuses pour les désagréments. C'est un problème. Ok. Je disais que je devrais intervenir d'abord en remerciant le professeur Roméo Chiminelo pour sa brillante présentation. Je voulais intervenir pour prolonger la question du professeur Grégoire Ngalamouloumé et aussi les commentaires du professeur Egide Boulamilou. C'est s'agissant de la question des vaccins, accusant un peu la fondation Bill Gates d'avoir mis en place les vaccins, voulant empoisonner plutôt les populations du territoire africain. Et aussi, le professeur Egide parle de zéro risque dans les essais cliniques ou dans les domaines cliniques, tout ça, les domaines de la médecine. C'est vrai. Je soulève là une question de dilemme éthique. Alors, je suis en train de me poser la question et je pose la question au professeur Chiminelo, qui semble être l'expert en éthique. Comment gérer ces dilemmes éthiques au moment où nous savons que l'aide internationale, par exemple, est toujours et déjà liée? Comment faire face à la gestion de ces dilemmes éthiques? C'est vrai, il a parlé du triage, mais ces triages-là, sur quelle procédure? Ces triages-là, est-ce que ces triages-là n'est pas subjectif? Au professeur Egide, je voulais même dire, oui, une question de verser de l'argent pour sauver des vies humaines, mais une autre est celle aussi de savoir pourquoi est-ce que ces essais cliniques viseraient uniquement un seul territoire, je cite là les territoires africains. C'est là aussi un problème éthique. C'est là aussi un problème qui se pose. Voilà un peu ce que j'avais comme préoccupation. Merci bien. Merci beaucoup. Alors, on donne d'abord la parole au prof Roméo Chiminelo et ensuite le prof Egide Boula pourra intervenir. Alors, la question des vaccins, c'est quelque chose que nous devons dire avec les profs, chose que on doit accepter parce que le problème c'est que celui
à trouver un vaccin pour le COVID-19, ça signifie au moins 8 milliards de doses. Et donc, il est une affaire vraiment très grande. Et donc, il a cette course qui vise seulement au profit. De l'autre côté, on doit penser qu'il y a un problème de concurrence, c'est-à-dire qu'il y a les Italiens avec les Anglais, il y a les Américains, il y a les Chinois qui sont en train de faire des expérimentations sur des vaccins. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas ni quel est l'effet réel du vaccin, ni combien va durer le vaccin. Et donc, le problème éthique, c'est ce vaccin, on le fait pour toute la vie ou bien pour le faire chaque année. Et ça signifie un grand profit pour les entreprises pharmaceutiques. De l'autre côté, il y a un problème international. Vous accusez Bill Gates qu'il cherche de l'expérimenter en Afrique pour, comment dire, c'est de tout problème de la démographie. Mais je pense que ça n'est pas vrai. Je pense que selon mon expérience d'homme des finances, des banques et d'études sur ces questions, je pense que les problèmes, c'est les profits. Donc, il n'y a pas une action visée à faire du mal. Il y a une vision à accumuler. On n'a pas parlé des problèmes du capitalisme, mais ça va être un problème très grand au niveau du capitalisme de sous-traction. C'est-à-dire qu'à travers cette forme, cette procédure, on va soustraire de l'argent à des pauvres pour les donner aux riches. Ça, c'est la question. Donc, je pense que l'éthique pour les vaccins doit être quelque chose que peut être pensé seulement s'il y a un niveau de préparation personnelle d'un certain niveau. Bill Gates, naturellement, n'a pas de préparation éthique. Il aime seulement faire de l'argent. Ça, c'est sa question. Moi, j'avais offert dans mon plan stratégique pour l'UCC, j'avais pensé faire un département pour les activités technologiques et j'avais écrit à la fondation pour avoir les soutiens. Ils ne m'ont pas même répondu. Donc, ils ne vont pas aider quelqu'un, même s'il pouvait être une affaire, parce que ça signifiait beaucoup de publicité, non? Mais ils ne m'ont pas même répondu. Donc, ça, c'est la question. Ils cherchent à faire de l'argent. Puis, s'il y a des gens qui meurent ou des gens qui survivent, pas de problème. Ce n'est pas un problème à moi. C'est la même chose de ceux qui vont fabriquer les armes, non? Ils ne se posent pas la question de ceux qui iront mourir à cause des armes. Ils se posent la question qui va acheter les armes. Et ça, c'est la question. Après, pour la procédure, le triage, c'est une question que l'éthique peut, disons, entrer dans ce système de triage au niveau local et au niveau international au moment où il y a une question de l'égalité généralisée qui contient des points éthiques. Mais puisque
là, il y a des plans. Vous pouvez les voir dans la présentation que je vous ai envoyée. Il y a deux plans, le plan organisationnel et le plan existentiel. La loi, les droits regardent le plan organisationnel, c'est-à-dire comment marcher ensemble. Il n'y a rien à voir avec le plan existentiel, que c'est le plan de l'éthique, c'est le plan de la connaissance du bien commun, c'est le plan de la connaissance de la solidarité, de la subsidiarité, du respect de la dignité humaine, de la responsabilité transversale pour tous les principes. Donc, le triage, c'est quelque chose que nous avons seulement au plan légal. Maintenant, il faut faire en manière de penser, et nous sommes là, et vous êtes invités à faire quelque chose, je suis là, je suis d'accord avec vous, de faire les discussions, de faire tout ce que vous voulez, mais cherchons une manière de promouvoir ce plan éthique dans le triage. C'est tout. OK. Merci beaucoup. Là, on s'achemine lentement et sûrement vers la fin, hein, parce que si on s'en tient à notre timing, il nous reste à peu près en moyenne 15 minutes. Hein, n'est-ce pas? Alors, peut-être une dernière intervention. Hein, n'est-ce pas? Je vois M. Gloire Mokuba. Oui, vous avez la parole. Oui, merci, professeur. Bonjour à tous pour votre parole. Professeur, en fait, je voudrais faire... Présentez-vous brièvement. Hein? Oui, je suis Gloire Mokuba. Je suis doctorant en dernière année à l'Université catholique du Congo, en économie, bien sûr. Donc, vous travaillez avec qui? Bon, je suis avec le professeur Kavan. Ah, OK. Allez-y. Oui, je voudrais faire un commentaire sur le propos du professeur Eji, sur le média, en fait. Il y a dernièrement le président brésilien, Jair Bolsonaro, qui a dit une chose qui était vraiment importante, qu'il n'y a qu'une seule chose pure que le coronavirus, c'est le médiavirus. L'information, il n'y a qu'une chose, il n'y a qu'une seule chose pure que le coronavirus, c'est le médiavirus. C'est le président Jair Bolsonaro, le président brésilien, qui a soulevé cette question. C'est-à-dire, il y a l'information, certaines informations qui donnent la psychose au sein de la population. Alors, il est vraiment important, comme le professeur a dit, il faut gérer l'information qui crée vraiment une certaine psychose. Mais alors, il y a aussi un autre point que j'aimerais soulever, c'est la question des assurances. La question des assurances. L'Oxfam a publié son rapport Le prix de la dignité, qui souligne que entre 6 à 8% de la population mondiale pourrait basculer dans la pauvreté. Alors, ce qui va entraîner un recul de plus de 10 ans dans cette élite et voire le Moyen-Orient. Alors, le système d'assurance est développé. Pourquoi? Parce qu'au niveau des États-Unis, nous avons vu à peine renvoi de certains personnels en congé technique, en chômage technique, nous avons vu ces personnels aller auprès des assurances pour souscrire une assurance chômage. C'est-à-dire qu'on va commencer à les indemniser chaque fin du mois. Alors, ça, c'est un mécanisme qui permet au personnel, malgré qu'ils sont en congé technique, de bénéficier quand même un certain moyen, en fait, pour survivre, pour arriver à subvenir à leurs besoins. Alors, nous devons développer notre système d'assurance. Comme chez nous, en République démocratique du Congo, la question de l'assurance est une question cruciale. Nous devons vraiment développer ces systèmes afin de permettre à toutes les personnes d'avoir protégé. Donc,
problèmes de connexion. Hein? OK. Oui. Non, je pense que là, c'était juste un commentaire. Hein? Donc, oui, une chose seulement sur l'assurance. J'avais un projet déjà présenté pour quand on avait libéralisé l'assurance, les assurances, il y a 2 ans à RDC. J'avais fait en manière de créer un accord avec une mutuelle italienne, mais il faut avoir la sécurité politique, ça c'est le problème. Les assurances ont besoin de groupes de réassurance. Et donc, si on fait un réseau international, c'est très difficile de bouger dans ces domaines. Donc, il faut avoir la certitude qu'il y a une volonté politique de stabilisation et donc faire en manière de promouvoir ces projets d'assurance. Mais c'est très, très important de faire les assurances pour le COVID-19, que maintenant, il n'y a pas. Mais même en Italie, nous sommes dans la même question sur ces problèmes. OK, merci. Alors, je pense que là, on a épuisé un peu la matière, hein? Et comme on s'achemine vers, on va dire, la fin de notre conférence, je vais peut-être demander à M. Roméo Tchouminel, qu'on remercie d'ailleurs par rapport à sa présentation, de peut-être conclure en quelques mots, hein, n'est-ce pas, s'il y a encore quelques idées à développer rapidement avant qu'on puisse passer la parole à Mme Chimam. Ce que je voudrais dire, c'est avant tout que je vous remercie pour votre attention et pour vos questions et commentaires, parce que ça signifie qu'on est vraiment, comment dire, on a la volonté de faire quelque chose. Donc, l'autre, c'est de promouvoir 3 choses que j'ai déjà dit. Avant tout, la recherche, c'est-à-dire qu'il faut faire un chemin de recherche comme méthodologie, pas la recherche pour la recherche, mais la recherche finalisée, ce que je suis en train de développer avec l'école de pensée d'économie du développement intégral de l'homme. C'est-à-dire, nous devons prendre cet indice de potentialité inexploitée et inutilisée si nous voulons vraiment nous développer. L'autre chose importante, c'est la leadership. La leadership, c'est quelque chose qui ne se crée pas. Il faut l'individualiser, c'est-à-dire qu'on peut comprendre comment manager les choses, maîtriser les choses, mais il y a seulement certaines personnes qui ont des visions, mais nous devons les trouver, nous devons les choisir pendant les personnes. Et il faut faire des enquêtes, il faut se rencontrer pour dire quelle est ton idée, qu'est-ce que tu veux faire, quel est ton plan, quelle est ta vision, et donc choisir ensemble. Le troisième, c'est la gouvernance, c'est-à-dire créer des procédures qui puissent vraiment, dans la transparence, donner la sûreté que les relations de confiance peuvent être renouvelées. C'est-à-dire cette certification que j'ai promue, la certification éthique, c'est la connaissance professionnelle, la compétence professionnelle, et c'est très, très important. Le deuxième, c'est la connaissance des limites éthiques, c'est-à-dire ces lois qui ne sont pas écrites, mais qui doivent être quand même respectées. Et puis, le troisième, la transparence. Maintenant, on a ce système de blockchain qu'on pourrait promouvoir. Et le quatrième, c'est la censure sociale, c'est-à-dire que nous devons nous grouper pour faire les bonnes choses et chercher à mettre à part ce qui ne se porte pas bien. Ça, je vous remercie et j'espère qu'on pourra continuer. Et je suis à disposition. Je suis à votre disposition pour tous qui vont travailler avec moi et ont des idées à promouvoir. Merci. Merci à tous. En tout cas, merci beaucoup, professeur, pour votre intervention. Je pense que le sujet est intéressant, le sujet, effectivement, est d'actualité, parce qu'on est, effectivement, dans la gestion de cette crise, cette pandémie de la COVID-19, et ça appelle aussi, effectivement, un sursaut pour qu'on puisse repenser notre façon d'agir,
Un développement qui doit être centré sur l'homme passe évidemment par l'édiction des règles d'une feuille de route qui puisse tenir compte de la dimension sociale. On parle de développement intégral et ça renvoie effectivement à la considération des problèmes d'éthique, n'est-ce pas? Et l'égalité par rapport aux soins constitue en fait, on va dire, devrait constituer une priorité des gouvernants, n'est-ce pas? Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire de ce point de vue. Et je ne sais pas si Madame Claudine Chimanga, professeur, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je suis là. Donc, je peux vous repasser la main là. D'accord. Merci beaucoup. On a conclu Merci avec brio, j'espère, cette conférence. Merci beaucoup, professeur, pour la disponibilité, pour être avec nous pour la modération aujourd'hui. Merci, professeur Soumata. Merci au professeur Chiminelo qui nous a richement enseigné, on va dire cela, dans les cas de l'éthique et de la légalité. Merci aussi pour la disponibilité. Je vais remercier aussi nos autorités de l'université, le recteur, l'académique, le doyen qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui. Vraiment